Bon, ça marche, ça marche. On laisse une chance au retardataire ou on attaque sans eux? On attaque. Bon. Donc bonsoir, moi je m'appelle Benjamin Bayard, je suis président de la Fédération des fournisseurs d'accès associatifs, dite Fédération FDN. Je soupçonne que plusieurs d'entre vous dans la salle me connaissent déjà, vu que j'en connais. C'est de la triche. Alors, je suis très embêté avec la conférence de ce soir. En fait, le truc, c'est que c'est pas moi qui ai choisi le titre. D'habitude, quand ils organisent l'Ubuntu Party, il y en a toujours un qui me demande est-ce que tu viens faire une conférence? Je réponds bah oui, comme d'habitude. Ils me disent on met quoi comme titre? Je leur réponds démerdez-vous. Puis d'habitude, ils mettent un truc raisonnable, un peu plan-plan, avec lequel je me débrouille. Donc bon, moi en voyant le titre, parce que quand ils me l'ont annoncé le jour même, donc il y a déjà plusieurs mois, je me suis dit oh ça c'est une connerie qui est faite pour être en temporaire sur le programme et qui va rester. Moi, je voyais bien l'internet peut-il casser des briques. Alors il y a mon côté petit jeune qui a connu les jeux vidéo. Je me dis tiens casse-briques, casser la baraque, jeu de mots débiles. On doit pouvoir faire des trucs un peu sympas avec. Bon, alors on m'a dit que c'était une référence à un film. La dialectique peut-elle casser des briques? Quelqu'un connaît? Alors on en a un qui connaît, hein, et puis l'autre débile là qui a choisi la référence. Et donc voilà, ça fait déjà plusieurs jours que je me dis mais qu'est-ce que je vais pouvoir vous raconter comme conneries sous ce titre-là? Qu'est-ce que je vais rajouter comme jeu de mots idiots? Comment je vais les délayer, les diluer pour qu'on les voit pas trop? Est-ce que je fais que des jeux de mots stupides ou est-ce que je fais quand même une vraie conférence? Et donc voilà, attendez-vous à de cruelles désillusions. Il y aura des jeux de mots idiots dans les diapos. Voilà. Bien. Quand j'ai vraiment réfléchi à ce que je voulais dire, il y a deux grands sujets que je voulais aborder. Et alors c'est toujours pénible parce que deux sujets, c'est pas le bon nombre. Si je veux aborder 5 sujets, je choisis l'ordre dans lequel je les aborde et comment je les articule et ça fait un plan. Si je veux en aborder 2, ça fait pas un plan, ça fait juste 2 sujets que je veux aborder. J'aurais pu faire 2 diaporamas différents et vous faire 2 conférences de 45 minutes, ça revenait au même. Donc voilà, en termes de plan, c'est juste pas un plan. Mais ce sont les 2 sujets dont je vais parler. Pour ceux qui auront des doutes, en particulier ceux qui regarderont la conf si on parvient à l'enregistrer et à la mettre en ligne, je sais qu'il y a des années où ça marche pas. Il y a plein de choses que je ne vais pas dire, des références que je ne vais pas donner et qui pourtant sont là exprès. Bien, faire réseau. Donc première partie. Ça fait 5 ans, 6 ans que je fais des conférences sur le thème de qu'est-ce qu'Internet, qu'est-ce que la neutralité du net, etc., etc. Au final, si je vous résume ça de manière assez brève, déjà vous avez tous entendu dans la presse, le numérique est en train de changer, et puis vous mettez ce que vous voulez derrière changer, et Internet est en train de changer, et vous mettez ce que vous voulez derrière changer, mais en gros, la société, le monde, les mœurs, la vente d'armes, la prostitution, la vente de musique, ce que vous voulez. Bon. En gros, on vous explique qu'Internet est en train de changer la société. Cette chose est globalement fausse, parce qu'elle est dite à l'envers. Internet n'est pas en train de changer la société. Dire qu'Internet est en train de changer la société, c'est le dire dans le mauvais sens. C'est-à-dire quand on dit qu'Internet est en train de changer la société, c'est un peu comme quand je dis que l'ouvrier qui bosse à faire un peu de maçonnerie chez moi est en train de changer la maison. Vous voyez, ça suppose donc qu'il existe une société qui vivait peinard et que de l'extérieur, il faut regarder ce que c'est l'extérieur de la société, lui est arrivé un Internet qui l'a changé, qui a poussé dessus, qui l'a modifié. Donc, soit on accepte une origine divine d'Internet et on dit que Dieu a envoyé Internet sur Terre pour réformer nos sociétés. Bon, c'est une approche qui n'a pas encore été formellement réfutée par le Vatican, donc qui est possiblement vraie. Mais ce n'est pas mon approche préférée parce que ce n'est pas la plus facile à lire. Donc si on n'accepte pas l'hypothèse divine d'Internet, on est obligé de formuler ça différemment. Internet est l'outil dont nos sociétés se sont dotées pour changer.
nos sociétés sont en train de changer depuis longtemps, ont atteint plein de leurs limites, et en général, quand elles atteignent leurs limites, elles adoptent des outils pour dépasser ces limites. Alors les parallèles habituels quand on veut parler d'Internet sont de faire le parallèle avec l'imprimerie au XVe siècle ou avec l'arrivée de l'écriture il y a quelques millénaires. Et ce sont vraiment les mêmes questions, c'est-à-dire les sociétés qui n'arrivent pas à avancer et qui non pas qu'ils fabriquent un outil exprès, c'est-à-dire qu'on n'a pas demandé à une armée de chercheurs qu'est-ce qu'il faut inventer pour débloquer la société, et ils sont venus en disant on a trouvé, on va faire Internet. C'est non. On invente en permanence tout un tas de cochonneries, la majorité d'entre elles ne prennent pas, et quand à un moment il y a un besoin fort d'un outil et que l'outil apparaît, il est adapté, adopté très vite, absorbé et recraché par la société sous une autre forme. Je prends un exemple qui est un de ceux que j'aime bien, dans l'imprimerie. On cite souvent Gutenberg, 1445. Il faut savoir que l'imprimerie existe depuis bien plus longtemps que ça, que simplement ça n'avait pas pris. La mayonnaise n'avait pas pris. En particulier, l'imprimerie avec des caractères mobiles, ça a été inventé en Corée plusieurs siècles avant ce qu'a fait Gutenberg. Ça se faisait avec des caractères en argile. C'était un bordel indémerdable parce que les caractères cassaient dès qu'on appuyait trop. Mais ça avait été fait. Et simplement, ça n'a pas pris parce qu'il n'y avait pas de besoin. Quand Gutenberg arrive avec son petit jeu de Lego en plomb pour imprimer, ça prend parce que c'est le début de la Renaissance et qu'il y a de plus en plus de savoir à diffuser et que le moine copiste, c'est pas assez rapide pour diffuser le renouveau de connaissances. Donc ça, c'est un exemple assez simple d'une techno qui a été adoptée. C'est l'outil qu'a choisi la société à cette époque-là pour évoluer. Il en est apparu d'autres avant qui n'ont pas été retenus et qui sont tombés dans l'oubli. Celui qui a été conservé, c'est celui qui est apparu au bon moment. Et Internet, précisément, est dans le même rôle. C'est l'outil qui apparaît à une époque où on n'arrive plus à diffuser les connaissances. C'est un problème très similaire à celui qu'on avait au XVe siècle. On produit beaucoup trop de connaissances pour réussir à les diffuser. Alors je vois que dans la salle, il y a au moins 2 ou 3 personnes qui ont à peu près mon âge ou un peu plus, et qu'il y a beaucoup de jeunes. Alors pour les beaucoup de jeunes, ils n'ont pas connu ce que moi j'ai connu comme étant une bibliothèque universitaire. C'est le truc où on va pour consulter les revues scientifiques, avoir les dernières publications, parce qu'on doit faire un exposé pour le prof sur un sujet à la con. Rien que dans l'école où moi j'ai fait mes études, une école d'ingénieurs relativement raisonnable, le nombre de publications auxquelles on était abonné était quelque chose de délirant. Il y avait 30, 40, 50 publications scientifiques tous les mois ou tous les trimestres, et on recevait un exemplaire de chacune de ces revues tous les mois ou tous les trimestres, et puis c'est des machins qui se publient sur 20, 30 ou 40 ans, et il faut avoir tout. Ça fait une masse de papier considérable. Et on était une école très spécialisée dans le génie électrique. Informatique, automatique, trucs comme ça, mais il n'y avait pas d'ingénieur en chimie, il n'y avait pas... il y avait plein de domaines de l'ingénierie qui n'étaient pas là. Une vraie grande école universitaire qui essaye de couvrir tous les sujets scientifiques, y compris la médecine, y compris la pharmacie, y compris... On parle de dizaines de mètres cubes de papier tous les mois. C'est ahurissant à stocker. Depuis que tout ça est en PDF, ça prend beaucoup moins de place. Depuis que tout ça se consulte en ligne, c'est beaucoup plus simple d'accès. Internet, ça sert à ça au départ. Et ce besoin, qui est un besoin de communiquer plus, de transporter plus d'informations plus vite, les premiers à être tombés dessus sont les universitaires à la fin des années 60. Le grand public est tombé dessus au début des années 90. Donc voilà, là, ça, c'est vraiment ce qu'il faut comprendre. Internet est l'outil dont les sociétés se sont dotées pour changer. Deuxième élément, ça a été théorisé, j'ai oublié par qui, mais quelqu'un de plus savant dans la salle me le rappellera. L'outil, le média forme le message et l'outil qu'on utilise pour communiquer forme la société. Quand on utilise la télévision pour communiquer, on obtient une société extrêmement verticale, parce que c'est un média extrêmement vertical, où une personne parle et des millions écoutent. Internet est un support beaucoup plus à plat, beaucoup moins hiérarchisé, où il n'y a pas spontanément de grands centres névralgiques du machin. On tend à en créer ces dernières années, mais spontanément dans le média, il n'y en a pas. Et donc ça tend à développer des structures beaucoup plus à plat,
beaucoup moins hiérarchisée, où il n'y a pas comme ça ces grands pics de personnes faisant autorité, où il y a au mieux quelques vaguelettes de gens un peu plus connus que d'autres, mais qui n'ont pas une vraie autorité. Je veux dire, même les gens super connus dans le petit monde de l'Internet en France, je sais pas, le mec qui a le plus de followers ou qui est le plus lu sur son blog, ça doit être un type comme Eolas, il n'est pas une autorité. Il déchaîne moins de passion que Nicolas Sarkozy dans les meetings, par exemple. Ouais, mais c'est comme ça. Et donc la structure de société qui découle du fait qu'on soit passé à l'âge du numérique et qu'on communique avec des réseaux où tout le monde peut publier, ça tend à donner une structure de société a priori beaucoup plus à plat. Et puis ce qu'il faut comprendre, alors ça aussi c'est quelque chose que je cite souvent dans mes conférences, la société est la somme des interactions entre les individus. La société est la somme des interactions entre les individus. Si vous changez la façon dont les individus interagissent, si vous changez l'outil avec lequel ils interagissent, vous obtenez une société radicalement différente. Je ne vous parle pas d'aller faire la révolution avec des grandes bannières, tout ça. Je vous dis juste, quand on change l'outil, ça change la société. C'est comme ça. Quand on est passé de la tradition orale à la tradition écrite, on n'a pas gardé les mêmes structures de société. Ça n'a rien à voir. La tradition écrite a créé l'État, a créé le droit, a créé toutes ces choses-là. La tradition orale, c'est autre chose. Les sociétés de tradition orale ne fonctionnent pas sur le même modèle. En particulier parce que la notion de droit dans une société de tradition orale, c'est ce dont le chef du village se souvient. S'il ne se souvient pas qu'il avait décidé que, c'est perdu. Dans les traditions écrites, on peut se souvenir un peu plus fermement de ce qu'on avait décidé, et donc on peut décider des choses plus compliquées. En ce sens, Internet est extrêmement élémentaire. Il change la brique de base avec laquelle on construit nos sociétés. D'habitude, je parle du fil avec lequel on tisse notre société, parce que j'aime mieux l'image du tissé que l'image du maçonné, mais bon. Donc voilà, ça c'est ce qui... Là, ça fait quoi? 10 minutes. Donc je vous ai fait en 10 minutes ce que d'habitude je fais en 1h30. On va pouvoir passer à autre chose. Quand on essaye d'imbriquer tout ça, alors c'est pas une impression, hein, je me suis démerdé pour mettre du brick un peu partout. Il y a des éléments qui pour moi sont des éléments clés à comprendre. Le mythe de Frankenstein, vous connaissez tous. Hein, il y a deux grands volets dans la littérature de science-fiction. Il y a tout ce qui relève du mythe de Frankenstein, qui est en gros le créateur attaqué et détruit par sa créature. Alors, selon qu'on est dans de la psychologie hollywoodienne, il gagne à la fin. C'est-à-dire qu'il arrive à détruire sa créature. Et si on est dans du plus réaliste, il n'y arrive pas, et puis ça finit mal et tout le monde meurt. Ça, c'est le mythe de Frankenstein, qui est un des pans relativement classiques de la littérature de science-fiction. Et puis l'autre pan relativement classique, c'est plutôt la science-fiction de type Isaac Asimov, où le créateur n'est pas détruit par sa créature. Et en fait, on n'a pas d'exemple dans l'histoire de l'humanité où le créateur a été détruit par sa créature. Les Américains ne se sont pas fait péter la bombe atomique à la gueule. Ils ont fait exprès de la poser sur le Japon. C'est pas la bombe atomique qui est devenue folle et qui a décidé d'attaquer. Les Américains ont fait exprès. On a des exemples d'accidents, plein. Ça, c'est innombrable. Mais de créatures se révoltant contre son créateur, on n'a pas d'exemple. Mais c'est quand même un mythe qu'on utilise souvent et qu'on agite souvent dans le monde de l'informatique. Vous verrez, il y a plein de films de science-fiction, il y a plein d'articles dans la presse où on vous explique que, en gros, les méchants ordinateurs vont prendre le contrôle. Enfin, c'est Terminator. Je ne sais pas si c'est vieux comme film, les jeunes ne doivent pas connaître Terminator. Il faut que je renouvelle mes références. Oui, je sais, il y a Terminator 2, Terminator 3, il y a peut-être même un 4. Mais bon, il faut que je me renouvelle. Mais ça reste un mythe relativement classique, où
on va finir par se faire dominer par cette saloperie d'ordinateur. Et d'ailleurs, quand on essaye dans la presse de vous parler des problèmes de vie privée, des problèmes d'espionnage, des révélations d'Edward Snowden sur ce que fait la NSA, quand on essaye de vous parler de Google, quand on essaye de vous parler de telle ou telle grande entreprise qui manipule vos données personnelles à votre insu et fait telle ou telle chose pas vraiment louable avec, on essaye toujours de vous le présenter comme la créature, Internet, Google, qui se rebelle contre son créateur, l'humanité. Cette lecture est fausse. Les ordinateurs de Google ne sont pas devenus méchants un matin au réveil. Ils ne leur aient pas poussé des crocs, ils ne se sont pas fait vampiriser, ils n'ont pas bu le sang d'un démon, ils n'ont pas égorgé de jeunes filles vierges dans un pentacle, rien. Cette vision-là est fausse. Le mythe de Frankenstein, avec lequel on essaye de vous faire peur, est faux. C'est le contraire du mythe de Frankenstein. On est beaucoup plus proche du mythe de la bombe atomique, c'est-à-dire qu'on a fait exprès. Quand Google décide de collecter des données sur vous à votre insu, c'est pas parce que les machines se sont rebellées et sont parties en guerre contre l'humanité. On a fait exprès. On a sciemment construit des machines dont le but est de collecter vos données personnelles. C'est pas par mégarde que la NSA espionne la totalité de l'humanité. C'est pas par accident. C'est pas parce que leur enregistreur est parti en vrille. Ils ont fait exprès. Ils se sont dotés de budgets colossaux pour y arriver. Ils se sont donné des moyens juridiques et techniques immenses pour réussir à le faire. Ne voyez pas Internet comme la créature qui se rebelle contre son créateur, mais vraiment comme la créature qui est utilisée par les puissants pour se rebeller contre vous. Alors, c'est vrai que quand je me fais espionner par ma saloperie de téléphone, j'ai l'impression que mon téléphone m'espionne. Il y a un côté Frankenstein, mais c'est pas vrai. Derrière, il y a quelqu'un qui a décidé que mon téléphone allait m'espionner. La question là-dedans est pour moi une des questions récurrentes, qui est de savoir qui contrôle. Et qui contrôle, c'est dans l'ère du numérique quelque chose qui n'est pas évident. Avant, dans l'ancien monde, avant le numérique, on fabriquait très très peu d'engins destinés à contrôler l'utilisateur de l'engin. Dans le numérique, c'est classique. Allez, je sens vous flotter un petit peu, je vous donne un exemple très précis. Qui est muni d'un lecteur de DVD à la maison ? À peu près tous. Okay. Vous avez tous, comme moi, constaté, quand on met la galette dans le manche-disque, il commence par diffuser de la pub pour Vivendi ou équivalent. Et on voudrait appuyer sur menu pour aller tout de suite sur le menu et faire play pour avoir le film. On ne peut pas. Alors, je vais vous donner un scoop. Techniquement, on peut. C'est-à-dire que vous prenez un ordinateur normal, s'entendant pas sous Windows, avec un logiciel de lecture de vidéo normal, s'entendant libre. Donc, typiquement VLC. Vous mettez la galette dans le manche-disque, vous pourrez passer les pubs. Aucun problème. Vous pourrez aller directement sur le menu, faire directement lecture sur le film en zappant toutes les pubs. Donc ça n'est pas que c'est physiquement impossible. C'est un choix du logiciel qui est dans le lecteur de DVD que vous avez acheté. Vous avez acheté un lecteur de DVD, c'est votre lecteur de DVD à vous, qui est dans votre salon, sous votre télé. Vous lui dites « zappe cette merde », il ne veut pas. Donc il obéit à quelqu'un qui lui a dit de ne pas zapper ça. Et ce quelqu'un n'est pas vous. Pour tous ceux d'entre vous qui sont munis de moyens de transport autres que pédestres, alors on va dire vélo, moto, voiture, je ne sais pas si vous avez déjà essayé, mais faites l'expérience, si vous n'y êtes pas trop attaché. Donnez l'instruction à votre voiture d'aller toucher le mur, plus ou moins fort. Elle le fera. Elle le fera même si c'est dangereux. Parce qu'elle obéit à vous. Mais le lecteur de DVD, ce n'est pas pour satisfaire à des besoins de sécurité pour vous qui refuse. C'est pour les intérêts de quelqu'un d'autre.
Ça, c'est une question de qui a le contrôle. À qui obéit l'objet que vous êtes en train d'utiliser? Avant le monde du numérique, des objets de ce type-là, des objets qui sont conçus, pensés par des ingénieurs et des armées de direction marketing pour empêcher leur utilisateur de faire quelque chose, sont des objets relativement rares. L'exemple type, c'est la paire de menottes. On sent bien, c'est pas fait pour que l'utilisateur en fasse complètement ce qu'il veut. Encore que ça dépend, si on considère que l'utilisateur c'est le policier, il a encore un certain contrôle. Mais ce sont vraiment des objets très rares qui sont destinés à entraver, qui ne sont pas d'un usage courant, que la majorité des gens n'achètent pas. On est vraiment sur une catégorie très 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 particulière d'objets. De nos jours, c'est devenu beaucoup plus courant. Votre téléphone refuse d'installer un certain nombre d'applications. Votre lecteur de DVD refuse de passer la pub. Moi, je vous prédis que d'ici peu, votre téléviseur refusera de zapper pendant la pub. Refusera de baisser le son pendant la pub. C'est pas délirant, c'est faisable. C'est faisable, ça fait bander plein de directeurs marketing, ça finira par se faire. Si on n'y prend pas garde, ça finira par se faire. Enfin, il y a un point qui est intéressant à comprendre, qui est que la société d'avant Internet est extrêmement verticale et elle correspond à un modèle où les gens sont essentiellement passifs, consommateurs, soumis. Alors, passifs et soumis, dans d'autres contextes, ça peut être très drôle. Mais dans ce contexte-là, je ne suis pas fan. Internet change ça. D'habitude, je caricature ça avec une phrase clé que j'ai lâchée pour la première fois dans une interview il y a très longtemps, qui est « L'imprimerie a permis au peuple de lire, Internet va lui permettre d'écrire ». Et en fait, le numérique vous met en capacité de faire plein de choses, vous donne du pouvoir sur plein de sujets. En particulier, le pouvoir de vous exprimer. Il y a quelques années, ça valait encore le coup que je pose la question dans la salle. Qui a été déjà publié dans la presse écrite? En général, il y a 2 ou 3 mains qui se lèvent. Dans un public universitaire, un petit peu plus à cause des revues de recherche. Quand je demande qui a déjà écrit sur Internet, tout le monde lève la main parce que tout le monde a au moins posté des commentaires ou un billet de blog ou un message sur Facebook. Tout le monde a déjà publié sur Internet, quasiment. Internet est un outil sur lequel vous êtes structurellement beaucoup moins passif. Et il y a beaucoup de gens en ce bas monde qui ont avantage à ce que vous restiez structurellement passif. En particulier, pour faire simple, tous ceux qui étaient le haut du panier dans le monde d'avant aimeraient bien que le monde ne change pas de manière à ce qu'il reste le haut du panier. Le haut du panier va changer, puisque les structures de la société vont changer. Les puissants anciens aimeraient bien rester puissants et pour ça aimeraient bien que vous restiez dans un modèle passif de consommation. En fait, pour moi, il y a un élément clé, c'est quand l'ordinateur se comporte mal vis-à-vis de vous, que l'ordinateur soit un téléphone ou que l'ordinateur soit un portable, même votre machine à laver, qui est maintenant bardée d'informatique. Elle finira par mal se comporter. Pour le moment, la seule fois où ma machine à laver me dit qu'un truc est interdit, c'est quand je veux ouvrir la porte pendant qu'il y a de l'eau. C'est le seul moment. Et c'est pour des raisons de sécurité pour le parquet. Mais un jour, vous verrez, ce sera autrement. Ce sera pour m'interdire de faire la lessive quand je suis prié de regarder la propagande officielle à 20h. Ça viendra. Quand le monstre informatique essaye de vous mordre, il est commandé. C'est une marionnette. Il obéit à des intérêts. Ce n'est pas votre ordinateur qui s'est rebellé contre vous. C'est bien l'impression qu'on en a. Moi, quand mon téléphone ne m'obéit pas, j'ai bien l'impression qu'il s'est rebellé contre moi. Surtout que je suis informaticien. Je sais comment ça se démonte. Je sais comment ça se programme. Mais voilà, cette impression est trompeuse. Ce n'est pas le monstre de Frankenstein. C'est bien pire. Alors ça m'est revenu en discutant hier soir à Toulouse, après la conférence à Capitole du Libre, où voilà, j'essayais d'expliquer quelques principes élémentaires de politique à quelques jeunes qui posaient des questions avec des bières.
Donc je leur ai dit qu'il fallait aller lire Étienne de la Boétie. Donc qui parmi vous n'a pas lu le discours de la servitude volontaire d'Étienne de la Boétie? Allez, avouez. Bien. C'est un tout petit bouquin. En édition de poche, ça doit faire 40 pages. Donc ça se lit très vite. C'est écrit en bon français. C'est limpide. Et vous allez voir, c'est de pleine actualité. Les tyrans ne sont grands que parce que nous sommes à genoux. Voilà, ça c'est un extrait clair. 1549. C'est juste assez moderne pour que ce ne soit pas du vieux français. Quoique je me demande si c'est pas une version modernisée. Mais voilà, ça se trouve partout, il faut le lire. L'autre forme, c'est en gros cessez de servir et vous serez libre. Cessez d'obéir aveuglément et vous serez libre. C'est l'essentiel du discours d'Étienne de la Boétie, avec des éléments qui sont encore extrêmement modernes, dont celui que j'ai tweeté tout à l'heure. Quelle est la conséquence de tout ça? Il y a des gens qui fabriquent tout un tas de choses merveilleuses dans le monde du numérique, et qui fabriquent ces choses-là pour leurs intérêts, et pas pour les miens. Et c'est pour moi, depuis plus de 20 ans, un élément clé. Le numérique prend une place énorme dans ma vie, depuis 20 ans. Ça prend une place énorme dans la vie de tout le monde, depuis un peu moins. Et moi, je sais depuis plus de 20 ans que je ne veux pas laisser la place énorme que prend le numérique sous le contrôle de quelqu'un d'autre que moi. C'est ma vie. Je ne veux pas qu'elle soit sous le contrôle de quelqu'un d'autre que moi. Alors, il y a quelques éléments clés à comprendre. Vous connaissez tous Harry Potter. Vous voyez le petit con avec des lunettes rondes, là. Ayez bien en tête que ce n'est pas vrai. Alors, je sais que c'est triste, c'est décevant. Ne montrez pas ma conférence aux petits-enfants. Harry Potter, ce n'est pas vrai. La magie n'existe pas. Tout ce que vous manipulez comme bibite électronique autour de vous qui a l'air plus ou moins magique n'est pas magique. En général, c'est même plutôt simple. Alors, qu'on s'entende, pour quelqu'un qui vit dans la pampa reculée et qui sait ni lire ni écrire, c'est une notion de simplicité relativement éloignée parce qu'il manque pas mal de connaissances. Mais c'est beaucoup moins compliqué à comprendre que des mathématiques un petit peu poussées. Les mathématiques de première année d'université sont plus complexes à comprendre que 99% de la programmation informatique. Le pourcent restant est assez aride, il faut reconnaître. Mais encore, ça va. Bien fâché, on peut lire le bon bouquin. Donc il faut bien comprendre que rien de tout ça n'est magique. La magie n'existe pas. Alors vous, je sais pas, moi quand j'étais petit, j'ai démonté le réveil matin pour voir comment il marchait. Alors il marchait moins bien après, mais j'ai compris qu'il marchait avec des cochonneries d'engrenage et des ressorts, et que du coup, voilà, je voyais mieux ce que ça faisait. J'ai pas tout compris, mais à peu près. Depuis tout petit, je suis comme ça, je veux comprendre comment ça marche. Et la première étape, c'est que je vois un truc comme tout le monde, le dernier machin à la mode qui apparaît, et je fais « Oh, c'est génial !» Et en général, dans la minute qui suit, c'est « Comment ils ont fait ?» Et j'ai immédiatement envie d'aller démonter, d'aller regarder. C'est une des raisons pour lesquelles je ne fais quasiment que du logiciel libre, et je n'utilise, à part sous la torture, que du logiciel libre. Parce que régulièrement, ça me prend comme une envie de pisser. J'ai envie de savoir comment ça fait, parce que je ne comprends pas ce que je vois. Et je vais aller trifouiller dans le code jusqu'à ce que je vois l'endroit et je fais OK, c'est pour ça que ça fait ça. Soit parce qu'il y a un effet que je trouve très spectaculaire, soit parce qu'il y a un bug qui est tellement manifeste que c'est pas possible que le mec l'ait pas fait exprès. Voilà, ça n'est jamais magique et c'est toujours accessible. Après, on ne peut pas être expert en tout et on ne peut pas savoir tout faire, mais dans notre monde, le meilleur moyen de s'assurer que vous soyez passif et soumis face
à un univers qui essaye de vous contrôler et de vous diffuser de l'information, c'est de faire en sorte que vous ne compreniez pas comment ça marche, pour que vous ne puissiez pas agir dessus. Et ça, c'est un des thèmes centraux de ce qui se fait ici. L'Ubuntu Party n'étant pas spécialement... le but premier n'est pas de vendre des t-shirts orange. Ça, c'est un effet secondaire. Le but premier est de vous apporter un certain nombre de libertés et de garanties dans les logiciels que vous utilisez. Dans les garanties et les libertés qu'on vous apporte, il y a le droit de vous en servir, ce qui a l'air complètement évident quand on le dit comme ça. Il n'empêche que mon lecteur de DVD, je n'ai pas le droit de m'en servir. Je lui dis que je veux qu'il passe au menu et il me répond interdit. Ça, un logiciel libre ne doit pas le faire. J'ai le droit de regarder comment ça marche. Vous avez tous repéré, sur à peu près tout ce que vous achetez de nos jours, il y a toujours une petite étiquette qui cache une vis et qui dit vous irez en prison si vous enlevez l'étiquette. C'est-à-dire que si vous essayez de le démonter pour savoir comment ça marche, vous serez puni. Au mieux, ils sont polis, ils disent on annulera la garantie. Ce que je peux comprendre parce qu'objectivement, le réveil marchait moins bien. Mais ça n'a pas à être interdit. Si j'ai envie de démonter le réveil, il marchera moins bien, mais je serai moins con. L'un dans l'autre, ça se vaut. Au prix de l'heure de cours, un réveil, bon. Pour moi, ça, c'est un élément fondamental. On doit pouvoir savoir comment ça marche. Et en fait, pour moi, tous ces mouvements, il y a tout un tas de mouvements comme ça qui ont tendance à vouloir se réapproprier un certain nombre de savoirs ou de savoir-faire, soit parce qu'on ne veut pas se laisser contrôler, soit parce qu'on sait très bien comment ça marche. J'ai mis l'exemple des AMAP. Vous savez tous ce que c'est qu'une AMAP? Ouais, non. Les gens qui ne savent pas, dites non fort pour que je sois obligé d'expliquer. Voilà. Bien, une AMAP, c'est une association pour le maintien de l'agriculture paysanne. Le concept, alors je fais simple et puis les vrais puristes vous expliqueront à la sortie. Le principe est assez simple. Un agriculteur dans son coin, au lieu d'être agriculteur, redevient paysan. La différence étant qu'il ne fait pas juste pousser du blé, il fait pousser plusieurs choses. Et il ne fait pas pousser du blé pour vendre à Nestlé qui fabriquera des BN, mais il fait pousser des choses pour que ses clients mangent. Donc il va faire pousser un peu de viande, il va faire pousser des légumes, il va faire pousser des fruits. Bah si, c'est pareil, hein, la viande ça pousse. Ça se nourrit avec de l'herbe qu'on fait pousser, c'est pareil. Et il va vendre le produit de sa ferme à un certain nombre de clients systématiques qui se sont engagés à acheter toutes les semaines et qui sont les adhérents de l'association. Et du coup, il fait un peu pousser ce qu'on lui demande. Vous savez d'où ça vient, vous savez comment ça a été fait. Ça a été fait par lui et pas par n'importe qui, puis transporté à d'autres camions à travers toute l'Europe. Vous voyez la frite de chez McDo, il y a 2 chances sur 3 qu'elle ait poussé en Picardie, qu'elle ait été épluchée en Espagne, transformée en frites surgelées en Roumanie et qu'elle soit revenue être servie en région parisienne. Le principe de la map, c'est le contraire. C'est juste, vous savez comment ça a été produit par lui. Ça ne dit pas que c'est bio, même si en général c'est bio. Ça dit juste que ça a été produit là, par lui, vous le connaissez, vous savez ce qu'il fait. Puis si vraiment vous n'aimez pas la Batavia, vous lui dites d'en faire un peu moins parce que ça vous saoule. Mais voilà. Ça correspond à ce qu'on appelle du circuit court chez les écolos, parce que ça fait qu'en termes de transport et de consommation de pétrole, c'est un peu mieux. Mais surtout, ça correspond au fait de savoir comment c'est fait. Alors, vous savez tous, parce qu'on vous a tous expliqué, que le steak haché pousse pas dans les arbres, que la tomate est un fruit, que en général ces trucs-là, ça se met dans la terre, on y met de l'eau, on attend et ça pousse. Vous savez. Quand on vous demande comment a poussé tel morceau de votre manger, vous ne savez pas en moyenne. C'est-à-dire le poulet que vous avez acheté au supermarché, vous ne savez pas à quoi il a été élevé, vous ne savez pas si la viande a été lavée à l'eau de Javel, vous ne savez pas grand-chose. Se réapproprier, pas tellement un savoir secret, et technique et compliqué, juste de savoir comment c'est fait. C'est exactement pour moi le même mouvement que quand on décide de passer sur du logiciel libre, qui est de se réapproprier comment marche notre informatique, ou que ce que nous faisons dans la fédération FDN, qui est de décider de se réapproprier la façon dont nous faisons notre réseau. Aujourd'hui, le réseau,
est l'intermédiaire obligé par lequel vous accédez à tout. C'est en fait, même si vous voulez trouver une AMAP près de chez vous pour avoir des betteraves fraîches, vous passerez par Internet pour la trouver. En moyenne. Internet est en train de prendre une place vraiment centrale. Et cette place centrale, pour moi, justifie qu'on se réapproprie le fait de savoir comment il marche. Alors il y a des gens que ça va faire marrer de savoir comment il marche techniquement. Dans la salle, j'en vois une bonne moitié. En général, ils sont barbus, ils ont des t-shirts à la con, enfin on les reconnaît. Mais il y a aussi quelques êtres humains normaux. Et voilà, savoir comment est fait votre accès au réseau, c'est quelque chose d'important. Et pour moi, tout ça relève du même mouvement. Alors j'aurais pu citer des centaines de choses qui relèvent du même mouvement. Les gens qui se demandent comment est produite leur énergie, les gens qui se demandent comment sont produits les textiles, les gens qui se demandent... moi j'ai des copines qui se demandent quelle variété de gras elles se tartinent sur la gueule quand elles se maquillent et qui du coup ont décidé qu'elles allaient apprendre comment on fait du maquillage. Juste pour savoir comment c'est fait et pour savoir que c'est pas fait avec de la baleine morte, par exemple. Et ça correspond, je pense, à un mouvement de fond dans la société qui est une forme de développement de la curiosité et de volonté de comprendre les circuits auxquels on s'adresse pour savoir à peu près ce qu'on manipule. Pour moi, tous ces mouvements-là se ressemblent et correspondent à, en gros, une volonté de reprendre la main, en général consécutive à des abus. C'est-à-dire qu'on n'a jamais eu autant de questions sur l'Internet libre et ouvert ou sur les logiciels libres que depuis qu'Edward Snowden a révélé que les États-Unis espionnaient la totalité de la planète et étaient d'accord avec un grand nombre de gouvernements occidentaux pour espionner le bout qui leur échappe. Ça fait que les gens commencent à se dire « Ok, finalement... mon copain barbu un peu débile qui est fou d'ordinateur et qui me dit mais tu devrais chiffrer tes mails parce que tout est espionné, rends-toi compte. En vrai, il n'est pas parano. Il est juste mieux informé. Ça, c'est en train de percer. Et de la même manière, le mouvement des AMAP ne s'est jamais autant développé qu'à l'époque de la vache folle. Quand les gens ont compris qu'en fait, dans les élevages industriels, on nourrissait les vaches avec du mouton et que globalement, ce n'était pas la méthode habituelle, ils ont commencé à s'affoler. Pareil, les Britanniques se sont un petit peu affolés sur la malbouffe quand ils ont appris qu'on leur vendait du cheval sous le nom de bœuf. Moi, je trouve que c'est pas très grave, c'est très bon la viande de cheval, mais eux, manifestement, ça les traumatise. Si ça peut les réveiller un peu, c'est pas mal. Et il y a une tendance de fond dans notre société à vouloir reprendre la main, à vouloir comprendre comment ça marche, en fait, en général, parce qu'on s'est fait avoir. Et que, comme dit une célèbre citation, on ne peut pas mentir 1000 fois à 1000 personnes. C'est celle-là, la vraie. Je suis désolé, c'est encore une référence à un film de vieux. Il faut que je retourne au cinéma. Donc, ce qu'on fait dans FDN, dans la fédération FDN, j'ai retenu 4 grands axes pour vous expliquer comment on essaye de reprendre la main sur notre réseau. Le premier axe, nettoyer, c'est celui qui est à la portée de tout le monde. En fait, qui est à destination de tout le monde. Je suis formel, dans la salle, il ne doit pas y avoir 10 abonnés de FDN. Il y en a au moins 1 ou 2, mais pas 10. Donc tous les autres ont un accès Internet ailleurs. Ça, c'est ce que j'utilise chez moi. J'ai la chance dans mon chez moi d'être raccordé en fibre optique, donc j'ai pris, parce que avoir un débit décent, c'est quand même convenable. Donc j'ai pris l'abonnement Orange en fibre optique et puis j'ai constaté que c'était, comme je le savais, du réseau malpropre. Ça change d'adresse IP tout le temps, ça filtre plein de choses, on n'a pas tout à fait accès à ce qu'on veut, des effets très curieux. Typiquement, ça m'arrive régulièrement que YouTube marche pas et quand j'allume le VPN FDN, tout d'un coup, YouTube marche. C'est peut-être une panne. Vu que ça marchait un quart d'heure avant, je pense que c'est de l'ordre de la panne. Mais je suis pas complètement sûr que ce soit que ça. Donc ça, c'est le premier élément simple. C'est quand vous avez de l'accès Internet sale,
les fournisseurs d'accès Internet associatifs sont capables de vous fournir un outil qu'on appelle un VPN, un réseau privé virtuel, qui permet d'un tunnel d'encapsuler la totalité de vos données, de les transmettre de manière chiffrée jusque vers cet opérateur associatif qui, lui, après, raccordera vers Internet. L'air de rien, ça veut dire que si vous êtes sur un réseau où il y a du filtrage, il y en aura beaucoup moins. Alors au départ, on avait les premiers éléments qu'on a mis en place sur ces technos-là, c'était pour aider des dissidents. C'est-à-dire que nous, on a mis en place des technos de ce type-là pour fournir de l'accès Internet, pour permettre à des dissidents de décider dans des pays où il ne faut pas décider. Donc en Chine, au Tibet, en Afghanistan, enfin dans plein d'endroits où on n'a pas le droit de... Il y a plein de pays en ce temps où c'est le bordel là-dessus. Donc, voilà, au départ, on l'avait fait pour ça. Et puis on s'est mis à le vendre à nos abonnés parce qu'en fait il y a pas mal de nos abonnés qui ont besoin de services un peu sérieux en matière d'accès à Internet et qui pour X, Y, Z raisons n'ont chez eux qu'un accès à Internet sale, un peu filtré, qui marche pas bien ou ça fait pas ce qu'on veut. Il y a un deuxième élément, et l'air de rien, ça permet de commencer à reprendre la main, parce que ça veut dire que vous n'avez pas forcément vu, il y a eu une déclaration il y a 2 semaines, je crois, d'un des patrons d'Orange, expliquant que la tendance qu'on avait à tous utiliser HTTPS en ce moment, ça l'embêtait beaucoup, parce que du coup, il ne pouvait pas détecter ce que vous regardiez pour améliorer. Il y a un petit côté, tu touches à ton cul, je regarde ce que je veux, t'améliores que dalle. Alors, il voulait certainement faire des trucs tout à fait louables, par exemple, constater que je regarde telle vidéo de chaton, et qu'il sait très bien que lui, il l'a en cache sur le réseau, pas très loin, et que donc il va pouvoir me la montrer depuis le cache, ça épargnera les ressources du réseau. Bon, moi je soupçonne aussi qu'il soit tout à fait capable, s'il regarde ce que je fais, de retirer la pub qui lui plaît pas pour mettre à la place la pub pour laquelle il est payé. À peu près ce que faisait Free contre Google il y a à peine un an de ça, hein, qui était de décider de supprimer toutes les pubs Google, juste pour emmerder Google. Donc ça permet de nettoyer. C'est-à-dire que le contenu étant chiffré vers un lieu de confiance, et dans la mesure où c'est une association en laquelle vous faites a priori un peu plus confiance que la multinationale du coin, ça permet de nettoyer. Il y a une deuxième activité classique chez les opérateurs de la fédération FDN. Alors on ne fait pas tous tout, hein, évidemment, qui est de construire. On a pas mal d'opérateurs qui construisent du réseau. En général avec des petits budgets. Donc on construit du réseau Wi-Fi dans les zones où il n'y a pas de réseau. Il y a encore pas mal de villages et de hameaux où soit il n'y a pas de réseau du tout, ou il y a du réseau de très mauvaise qualité avec un débit vraiment pourri. Et il y a moyen de faire des choses très très propres en matière de Wi-Fi pour construire du réseau. Exemple type, le hameau où il y a 512 kilobits qui toussent quand il n'y a pas de vent et si jamais il y a de l'orage ça coupe. Un pont Wi-Fi de quelques kilomètres permet de le raccorder à la ville d'à côté où il y a du réseau un peu plus convenable et d'amener 30 mégabits symétriques aux gens qui sont là. Ça, on fait de manière relativement fréquente. On a même des associations qui... En fait, il y a eu un appel à projet dans le cadre du plan national très haut débit pour raccorder les écoles à un débit un peu plus sérieux. Et les solutions proposées par PC Lite, l'association de la fédération FDN qui a candidaté, les solutions de PC Lite sont retenues, c'est-à-dire sont officiellement considérées comme valables dans le cadre du plan national bidule, et donc les écoles ont le droit d'acheter ça, et on a commencé à raccorder quelques écoles dans lesquelles on a amené des débits un peu plus sérieux qu'une ligne ADSL de mauvaise qualité. Donc voilà, il y a pas mal d'endroits où on construit du réseau. L'air de rien, dans le fait de reprendre la main, quand on commence à comprendre comment est physiquement construit le réseau auquel on est raccordé, sans fil, mais quand même, qui a posé les antennes, où est-ce qu'elles sont, comment elles marchent, il n'y a plus la moindre magie derrière. Alors, d'un certain point de vue, ça devient très magique, parce que vous voyez comment ça marche. Je ne sais pas, souvenez-vous quand vous étiez gamin, quand vous avez démonté le réveil, c'était magique de voir dedans comment ça tourne. C'est fascinant, plus que magique, le terme.
Donc ça, c'est une deuxième des activités qu'on fait de manière très classique. Une troisième, qui est le fait qu'on opère du réseau. C'est typiquement ce que fait FDN sur de la DSL. On ne construit pas le réseau, parce que le réseau réellement construit, c'est celui des lignes de cuivre de France Télécom. Même les couches un petit peu au-dessus, on les loue. Mais on opère le réseau, c'est-à-dire qu'on sait comment ça marche. Ça fait qu'on comprend. En général, le geek moyen, quand il est assez doué en réseau, il comprend jusqu'à son adresse IP. Je pense que là, dans la salle, si je demande, la majorité des barbus savent changer l'adresse IP de leur ordinateur. Pour certains d'entre eux, peut-être configurer un petit peu de routage sur la machine. Mais quels sont les protocoles de transport, quels sont les protocoles de livraison, quelles sont les méthodes utilisées par les opérateurs pour se connecter entre eux, etc., ils connaissent en général pas. Ce qui fait que du coup, comment ça marche PPPoE, qui est quand même le protocole de base pour se connecter en ADSL, qui a une vague idée de comment fonctionne PPPoE là dans la salle? Non, il y en a quand même un normalement au moins, non? Même pas, bon, perdu. Donc voilà, ça fait partie des choses qu'on apprend dans FDN juste en faisant ça. C'est-à-dire qu'en gros, en ne fabriquant pas le réseau, mais en l'opérant, on apprend déjà pas mal de choses sur comment ça fonctionne. Et donc sur le rôle des différentes structures qui interviennent là-dedans. Et puis, il y a un rôle qui est en train de se développer dans la fédération FDN, qui est de surveiller nos politiques. En fait, on aimerait bien pouvoir faire de la fibre optique un jour. Comme c'est en train de se déployer en partie sur des fonds publics, on aimerait bien savoir comment ça se passe, vérifier que ça se passe comme il faut. On sait bien que, comme dans tout projet qui brasse plusieurs milliards, il y a des gens qui vont taper dans la caisse. Ce qu'on aimerait juste, c'est que, bien qu'ils tapent dans la caisse, le projet ait quand même lieu, il y ait quand même à la sortie un réseau en fibre optique qui marche. Les gens qui se rincent au passage, à la rigueur, c'est pas tellement notre problème, il y a des gens dont c'est le boulot de s'occuper de ça. Ce qui nous intéresse, c'est de savoir comment ça marche. Quels sont les choix d'aménagement du territoire qui ont été faits, pourquoi ils ont été faits comme ça, à quoi ça nous amène, qu'est-ce que ça va faire. Et au final, quand il y a des choix d'aménagement du territoire qui sont vraiment faits en dépit du bon sens, le dire. Parce que c'est, je pense, un rôle citoyen assez important de dire à nos politiques, on a regardé ce que vous faites et on a vu que c'était pas bien. Ou au contraire, de leur dire, on a regardé ce que vous faites et on a vu que c'était bien, mais le cas n'est pas si fréquent. Voilà, ça, c'est une des activités qu'on est en train de développer dans la fédération FDN, et tout ça tend à faire en sorte que nos abonnés sachent comment est fabriqué le bout d'Internet sur lequel ils habitent. Ça a un effet autre, c'est que comme c'est pas une seule association, c'est-à-dire que c'est pas juste FDN qui fait ça et qu'on est une fédération d'associations, on est 28 associations dans toute la France. Ça veut dire qu'il y a 28 groupes de bénévoles, parfaitement autonomes les uns et indépendants les uns des autres. Ah oui, c'est un modèle qui surprend souvent, donc je l'explique. C'est pas hiérarchique la fédération. C'est-à-dire que moi, en tant que président de la fédération, je ne peux donner d'ordre à personne. Éventuellement au secrétaire de la fédération pour lui dire qu'il n'a pas fait la déclaration en préfecture et puis c'est marre. La fédération n'a même pas de compte en banque. La fédération ne sert que de point d'échange entre les associations. Il n'y a pas de relation hiérarchique. Les associations ne sont pas priées d'obéir aux directives que donne la Fédé. La Fédé est le lieu où les associations se regroupent pour discuter. Et donc on a 28 groupes parfaitement autonomes qui font des choses. Les gens qui ont décidé qu'ils allaient construire et qui donc fabriquent des réseaux Wi-Fi pour desservir un certain nombre d'abonnés, pour régler des problèmes d'accès au réseau de plein de gens, ils apprennent une quantité de choses phénoménales. Les gens qui décident d'opérer du réseau, ils apprennent une quantité de choses phénoménales. Et en fait, chaque association est un lieu d'apprentissage. Et à chaque fois qu'il se crée une association, en général, elle démarre en reprenant les connaissances des associations autour qui traitent des sujets voisins et en apprenant à partir de là. Et donc, il y a là une source de savoir sur comment fonctionne le réseau, sur le fait qu'il cesse d'être magique, qu'il cesse d'être entièrement contrôlé par les autres sous prétexte que vous ne savez pas comment ça marche. Ce qui fait qu'on peut vous contrôler en matière d'informatique. Alors, je sais que dans la salle, il doit y avoir une majorité d'utilisateurs ou de sympathisants du monde du libre.
Mais le Windowsien moyen, il est entièrement sous le contrôle de l'éditeur de logiciels. Le simple fait de savoir comment fonctionne un logiciel libre lui redonne du contrôle. Et bien de la même manière, les gens qui, dans la fédération FDN, fabriquent du réseau, reprennent le contrôle, savent comment ça marche et donc sont beaucoup moins faciles à manipuler sur ces sujets-là. C'est-à-dire qu'en particulier, quand il y aura en France des censures et des filtrages sur ordre du gouvernement, même si les associations de la fédération décidaient d'appliquer les ordres de censure, nos adhérents sauraient comment les contourner. Sans même que les associations décident de rentrer dans l'illégalité crasse. Bien, ça c'était la première partie. Et je dois être vaguement dans les temps, j'ai fait 1 heure. Alors la deuxième partie. Je vais m'accorder quelques secondes pour déplier mon journal comme il faut et même boire mon café froid. Je suis venu avec de la propagande gauchiste. Bien. Il est vraiment froid. Alors, je vous préviens, j'ai continué à mettre de la brique partout, moi. Hein, c'était dans le titre, je l'ai gardé. Juste comme ça, pour ma culture, la rubrique à braque, qui voit ce que c'est? Ah oui, déçu je suis. Ben voilà. Les autres, vous chercherez ce que c'est la rubrique à braque. Excellente BD. Bien. Vous avez probablement tous entendu parler de ce qui était le projet de loi sur le terrorisme et qui est maintenant la loi, vu qu'elle a été promulguée avant-hier, je crois. Je ne sais pas si vous avez en tête ce qu'il y a dedans. Alors, ce qu'il y a dedans, ce sont diverses mesures essayant de lutter contre le terrorisme tel qu'il est en train d'évoluer. Alors la définition dans la tête de nos politiques de ce que c'est que du terrorisme est en train de changer. Moi, quand j'étais petit, mais c'est parce que j'étais peut-être naïf à l'époque, je croyais que le terrorisme, c'était quand un groupuscule mu par une idéologie et des revendications politiques essayait d'imposer ses vues par la terreur, éventuellement en tuant des gens. Par exemple, tant que je dis la neutralité du net est strictement nécessaire, je suis un activiste. Si je me mets à exécuter tous les dirigeants de France Télécom jusqu'à ce que la neutralité du net soit protégée, je deviens un terroriste. Dans ma définition de quand j'étais petit, c'était ça. C'est en train de changer. En gros, on a tendance à appeler terroriste à peu près n'importe qui se met à tuer et qu'on n'arrive pas à classer ou bien dans le crime passionnel ou bien dans le crime crapuleux. Typiquement, une armée de débiles qui va mettre le feu à une synagogue, ils n'ont rien revendiqué et on les classe terroristes. Ils n'ont rien revendiqué, c'est juste une armée de débiles qui a mis le feu. Je ne suis pas sûr que ça puisse se classer terroriste. Mais dans la terminologie actuelle, oui. Mohamed Merah qui décide d'aller tuer des gens alors qu'il n'a rien revendiqué politiquement, je veux dire qu'il n'est pas membre d'une mouvance politique qui demande l'extermination des juifs. Il a juste décidé d'aller exterminer des gens. Il est dangereux sans l'ombre d'un doute, il faut lutter contre sans l'ombre d'un doute. Je ne suis pas, moi, dans mon vocabulaire habituel, ça ne rentrait pas dans terroriste. Mais aujourd'hui, oui. Aujourd'hui, il y a des mouvements qui font très peur à nos politiques dans ce qu'on appelle les révolutions arabes. En particulier, c'est la Syrie en ce moment qui pose de gros problèmes, où à force que les insurgés n'arrivent pas à dégager le pouvoir en place, ça fait plusieurs années de guerre civile, et qu'en gros, les seuls qui bougent pour aller aider les insurgés à dégager le pouvoir en place sont des gens qui, pour le coup, ont une vraie revendication politique, qui sont des islamistes extrémistes, qui veulent un État théocratique, etc. Eux, ils ont des vraies revendications politiques. Et il se trouve que tous les gamins en France qui se sentent
proches des gens qui sont dans la guerre civile là-bas et qui se disent tel le chevalier blanc, je vais y aller pour libérer le bon peuple de l'oppression de Bachar al-Assad, qui ont un peu l'impression de partir faire la guerre d'Espagne pour les gens à qui ça parle. Ils se sentent comme étant les gentils qui vont faire tomber le tyran, vous voyez. Quand ces gamins-là partent, ils sont pas forcément bien conscients de avec qui, dans le camp de qui ils vont aller se battre. On les classe terroristes. Et c'est contre eux que le projet de loi voulait lutter. J'en reparlerai, mais moi j'ai un problème de fond sur ce texte, sur la façon dont il a été débattu. Mais je vais garder que deux éléments du contenu à évoquer. Ils ont ressorti une vieille lune de nos politiques et qui est l'idée de faire du filtrage sur Internet par les opérateurs réseau, donc par les fournisseurs d'accès Internet, sur décision de la police. Ça, c'est une double mauvaise idée. La première mauvaise idée, c'est de décider de faire le filtrage par le réseau. C'est une erreur. C'est techniquement une erreur, parce que c'est très dangereux, parce que le réseau n'est pas fait pour ça, parce que ça rend le réseau peu stable et peu fiable. C'est techniquement une erreur. C'est pas comme ça qu'il faut faire. Il se trouve que c'est pas efficace parce que c'est enfantin à contourner. Contourner un barrage de police, c'est compliqué. Vous voulez aller de Paris à Lyon. Si vous voulez contourner un barrage qui est sur l'autoroute, vous êtes obligé de faire un détour. Pour peu qu'il y ait suffisamment de barrages sur les grandes routes, si vous voulez les contourner tous, vous êtes obligé de faire des grands détours. Si pour contourner un barrage de la police française, je suis obligé de faire en sorte que mon trafic Internet fasse un petit détour par Amsterdam, je perds 12 millisecondes. C'est pas grave. Si Amsterdam ne suffit pas et qu'il faut que j'aille faire mon détour par Hong Kong, je vais perdre 180 millisecondes. C'est pas la mort. Contourner un barrage dans le monde de l'Internet, c'est frisouille. Ou bien le système est 100% fliqué de partout, mais bien pire que ce qui se fait en Chine. Il faut savoir que contourner le filtrage en Chine, les opposants le font très facilement. Ou bien on fait quelque chose d'extraordinairement violent dans le filtrage. Et alors peut-être que ce n'est plus contournable, mais clairement on n'est plus du tout dans un état de droit. On est au-delà de ce qui se faisait dans la Tunisie de Ben Ali. On est dans du terrible. Ou bien ça se contourne comme qui rigole. Donc ça, c'est la première mauvaise idée. Vouloir faire le filtrage dans le réseau. C'est pas comme ça qu'il faut faire. Quand il y a quelque chose qui pose problème sur le réseau, il faut trouver qui est l'émetteur du message et faire cesser l'émission du message. Filtrer ne sert à rien. C'est vraiment fondamental à comprendre. Et il y a une deuxième erreur manifeste là-dedans, c'est vouloir faire que ce filtrage se fasse sur décision de la police. On sait, depuis une décision du Conseil constitutionnel de 2009, que l'accès à Internet est nécessaire à l'exercice de la liberté d'expression et de la liberté d'accès à l'information, liberté qui est garantie par l'article 11 de la Déclaration des droits de l'homme depuis 1789. L'accès à Internet est nécessaire. Le Conseil constitutionnel choisit en général très bien ces mots. Ça veut dire que sans la possibilité de l'accès à Internet, la liberté d'expression et la liberté d'accès à l'information se trouvent amoindries, voire supprimées. Filtrer Internet, c'est réduire les libertés publiques. Ça peut arriver qu'on réduise les libertés. Les délinquants qu'on met en prison, on réduit leur liberté de manière très mesurable. Ils passent de beaucoup comme liberté à 2 mètres sur 3 avec des horaires pour aller pisser. C'est très réduit comme liberté. Filtrer, censurer des contenus parce qu'ils sont illégaux, c'est réduire les libertés. En soi, le principe n'est pas choquant. La tradition est que quand on veut réduire les libertés, la décision revienne à un juge, en général après une procédure contradictoire, si on a le temps. Et puis si on n'a pas le temps, la procédure n'est pas contradictoire. Ce qui a été décidé, c'est qu'on allait effectuer cette censure sans le contrôle préalable du juge, mais sur décision de la police. Et qu'après, les gens qui se trouvent impactés par le filtrage, s'ils pensent qu'il y a erreur, qu'il y a mal donne, ils peuvent contester. Et donc aller voir
un juge administratif en faisant, en fait, il porte plainte pour abus de pouvoir contre la décision de filtrage. Ça, l'air de rien, ça inverse complètement les choses. Ça veut dire qu'on exécute la peine avant qu'un juge ait regardé. Alors il y a un parallèle facile pour comprendre que c'est une connerie. Dites-vous qu'à l'époque de la peine de mort, si on avait fait comme ça aurait posé problème. Vous voyez, mais il y a un autre moyen de se rendre compte que c'est un problème. La loi qui a été votée ne dit pas la police peut, sous quelque motif d'illégalité que ce soit, demander aux opérateurs de filtrer. La loi dit, la police dit, quand c'est de manière manifeste et certaine du pédoporn ou de la propagande pro-terroriste ou de l'incitation au terrorisme, demandez le filtrage. Bien. Si la police inscrit sur la liste noire des sites interdits un site qui explique comment on fait pousser du hashish, on est d'accord, c'est illégal en France. Je pense même que le simple fait que je dise qu'on puisse en faire pousser doit être en soi illégal. C'est très mal, il ne faut pas en faire pousser. Déconnez pas. Le simple fait que donc ce site est illégal, puisqu'il explique comment faire. Si la police inscrit le site sur la liste noire, l'auteur du site ne peut pas tellement aller voir le juge pour porter plainte. C'est dangereux. Parce que le site est illégal. L'abus de pouvoir de la police est manifeste. Je veux dire, le fait de faire pousser de la bœuf à la maison, alors c'est pas terroriste, sauf si on l'a fait exploser, et c'est pas pédoporn, sauf si on considère que la plante est mineure et qu'on fait des trucs sexuels avec, mais globalement, non. Donc ça ne rentre dans aucun des deux cas prévus. Si la police mettait ce site sur la liste noire, ce serait un abus manifeste. Qui va contrôler qu'ils ne le font pas ? Parce que je peux vous dire que l'auteur du site, il ne portera pas plainte. Pas fou. Qui vérifiera le contenu de la liste ? Alors, il y a une personnalité désignée par la CNIL qui est chargée de vérifier. Moi, une personnalité chargée de vérifier, bon, c'est un peu léger. Normalement, le principe d'un procès contradictoire, c'est qu'il y a des parties opposées qui peuvent vérifier, et les décisions se prennent au nom du peuple français et sont publiées. Comment le citoyen va vérifier que la police n'abuse pas de ses pouvoirs ? Alors il y a une solution qui est de dire que la liste des sites interdits est publiée. Donc on a un annuaire estampillé République française du pire dans le pédoporn et du pire dans le djihadiste, pour faire les courses. Donc ça n'aura pas lieu. Voilà, le filtrage par les opérateurs réseau, c'est une connerie. Le filtrage à la demande de la police sans passer par un juge, c'est une connerie. S'il y a des contenus qui posent vraiment problème, il faut les faire retirer. Dans les arguments évoqués à l'Assemblée nationale, il y avait le fait que, oui, mais quand même, voyez-vous, les jeunes qui partent en Syrie, en fait, ils s'auto-radicalisent sur Internet en consultant des pages pro-djihadistes, machin, avec de la propagande et plein de mensonges, et en regardant des vidéos de journalistes qui se font couper la tête. Quand on leur demande où est-ce qu'ils regardent ces pages, la réponse des pouvoirs publics est Facebook, YouTube. Le filtrage qui est proposé est un filtrage par nom de domaine. Donc où on va faire l'ablation du site entier. Moi, l'ablation de Facebook et YouTube sur la France, ça va me faire marrer. Mais je suis pour. Ce sera très bien. Depuis le temps que j'explique que ces trucs-là sont dangereux. Donc la bonne solution est plutôt de faire en sorte que Facebook fasse son boulot et collabore avec la justice, et que quand la justice dit que telle page en France est interdite, Facebook retire la page en question. Mais ce que fera Facebook, qui répond au droit américain, fera en fait simplement en sorte que les abonnés français ne puissent pas accéder à la page. Ce qui va poser problème, parce que ça se contourne, comme qui rigole, il suffit de prendre un VPN qui aboutit aux États-Unis et on y a accès. Mais ça, c'est un problème beaucoup plus fondamental. On a le même problème sur les sites pédoporn. Il y a 2 pays dans lesquels on n'arrive pas à faire fermer les sites pédoporn. Il y a la Russie, parce que la mafia russe est suffisamment proche du pouvoir pour qu'on lui laisse faire son business en paix. Et il y a les États-Unis.
Parce qu'en fait, la définition de la liberté d'expression aux États-Unis étant un peu plus sévère que chez nous, il y a beaucoup de choses qui, chez nous, sont considérées comme du pédoporn et aux États-Unis ne le sont pas. Savoir par exemple que la définition du pédoporn dans le code pénal, ce sont les photographies ou les représentations. Alors vous dites représentation, en fait dessin. Donc vous prenez une belle feuille blanche, vous faites un dessin à la Toto légendé Émilie 5 ans sus des bites, c'est du pédoporn. Au sens français. Au sens américain, non. Donc, comme on n'est pas d'accord avec eux sur la définition, tout ce qui est problème qui tourne autour de la liberté d'expression et du fait de faire fermer un site aux États-Unis, la police et la gendarmerie ont un mal de chien à obtenir. Mais il vaudrait mieux travailler sur de la coopération internationale que sur le fait de faire un filtrage qui marche assez mal. Après, il y a diverses idées d'interdiction qui sont dans le texte et qui sont curieuses. Il y a le fait de pouvoir interdire à quelqu'un de quitter le territoire. C'est très compliqué, moi je trouve, pouvoir interdire à quelqu'un de quitter le territoire. Bon. Ils ont ajouté le fait de pouvoir interdire à quelqu'un de revenir sur le territoire. C'est-à-dire quelqu'un qui était légalement en France, typiquement étranger, parce qu'un Français à qui on interdit de revenir en France, on ne peut pas. Ça. Il y a 2-3 trucs dans la Constitution, ça ne va pas passer. Mais un étranger qui est en séjour tout à fait régulier, donc qui a tout à fait le droit d'être en France, de partir et de revenir et de faire ce qu'il veut. Si on pense qu'il est parti jouer avec des terroristes, on peut lui interdire de revenir, alors qu'il a une carte de séjour. Donc ça, c'est voilà, le genre de choses que contient la loi. L'article le plus drôle, j'ai trouvé, c'était celui qui augmentait les amendes. C'est bien connu, en passant l'amende de 300 000 à 750 000 euros, ça va dissuader les terroristes, parce que les terroristes, ils ont peur des amendes. Il y avait aussi des bouts de texte n'ayant strictement aucun rapport. Non, moi, ce qui m'a le plus embêté, ce sont les postures prises par les députés pendant qu'ils discutaient ça. Ils parlaient d'état de guerre. Ils sont plusieurs à avoir reconnu que la loi était liberticide, mais à nous expliquer qu'en période de guerre, des fois, on vote des lois d'exception qui sont liberticides et que c'est comme ça. Alors pour ceux d'entre vous qui ont un peu la mémoire courte, quand on en est à voter les lois d'exception, l'étape après, c'est quand on vote la loi martiale. C'est très étrange comme idée. Moi, j'avais pas l'impression qu'en France, on était tellement dans un état de guerre qu'on en était à voter des lois d'exception qui abolissent au moins partiellement l'état de droit. Manifestement, il y a pas mal de nos députés que ça ne dérange pas. Et donc, on a entendu dans l'hémicycle des gens qui nous disent mais le vote de loi d'exception est nécessaire dans l'état de guerre. Ensuite, il y a des questions. Alors pareil, rubrique. Je vous laisse chercher ceux qui ne connaissent pas ACAB, ce que ça veut dire et à quoi ça fait référence. Ça n'est pas un acronyme informatique. Donc dans les vocabulaires clés qu'on entendait à l'Assemblée nationale, c'est très clairement, il s'adresse aux djihad et aux djihadistes, il s'adresse aux gens qui se sont auto-radicalisés sur Internet. Alors auto-radicalisé, moi je percute pas bien ce que ça veut dire. En matière de porn, je vois bien, c'est la masturbation, mais bon, pour le reste, je sais pas ce que c'est auto-radicalisé. Sur Internet, je vois bien. Ah oui, tiens, dans les trucs qu'ils ont mis dans la loi, j'ai trouvé ça drôle. Internet est une circonstance aggravante. Si vous faites l'apologie du terrorisme, c'est illégal. Mais il faut savoir que c'est plus grave de le faire sur Internet. Jeudi matin, j'ai été interviewé dans la radio. Si j'avais fait l'apologie du terrorisme dans la radio, c'était moins grave que si je le fais sur ma page perso. Voilà. Parce que dans la tête de nos politiques, tout ce qui est écrit sur Internet est lu par 1 milliard de personnes, c'est bien connu. Vous avez tous 1 milliard de personnes comme lecteurs de vos blogs. Et donc, comme tout ce qui est sur Internet sera lu par 1 milliard de personnes, c'est beaucoup plus grave que de le dire à la télévision ou à la radio où il n'y a que quelques millions d'auditeurs. C'est très étrange comme idée. Pareil, tout ce qui est comme ça, délit d'opinion autour du terrorisme a été sorti de la loi sur la liberté d'expression, donc du code de la presse, donc de la loi de 1881, pour être passé dans le code pénal. Donc ça ne se traite pas du tout de la même façon, pas du tout avec les mêmes délais de prescription, etc.
C'est très, très étrange comme idée. Et donc dans les éléments clés, il y a auto-radicaliser sur Internet. Bon, je vois pas très très bien à quoi ça correspond. En fait, si vous vous documentez sur un sujet et qu'après vous êtes documenté, vous vous dites « Ah, ils sont vraiment pourris », vous vous êtes auto-radicalisé. Donc là, par exemple, si à force de m'avoir écouté, vous vous dites Ah, quand même, les opérateurs, tous pourris de ne pas respecter la neutralité du net », vous vous êtes radicalisé. Si vous faites la même chose en regardant la vidéo chez vous, dans la mesure où vous êtes tout seul, alors que là on est en groupe, vous devenez auto-radicalisé. C'est très particulier. Je pense que la différence est celle-là, mais je n'en suis pas certain. Et puis bien évidemment les jeunes, parce que bon, les jeunes quand même c'est vachement dangereux. Et du coup je vais vous lire le Figaro. Alors pour le coup, pour vous lire le Figaro, c'est peut-être plus pratique si je prends le micro qui est au pupitre, camarade régisseur. Je ne sais pas si je peux. On me dit que oui. Et donc oui. Oh, formidable. Formidable. Comme ça, j'ai les deux mains libres. Bien. En fait, c'est un papier que j'ai vu passer vendredi soir, que je trouvais hallucinant. Alors, c'est dans le cadre du papier qui est, enfin, du dossier qui est annoncé à la une par la gauche radicale inquiète le gouvernement. Vous voyez, radical déjà. Alors, c'est pas radical socialiste, hein, parce que radical socialiste, je vous rappelle, c'est la gauche molle. C'est pas celle-là dont il parle. Et donc, en page 4 du Figaro, journal d'extrême gauche bien connu. Alors, j'ai choisi des extraits dans l'article, mais je vous invite à aller lire l'article entier. Hein. Il est assez intéressant. Alors, propos d'un commissaire repris par le Figaro. Je cite, il y a des guillemets dans l'article du Figaro, ce qui veut dire que c'est supposé être une citation. Comme c'est plutôt un canard sérieux, c'est pas Piquet-Jet, vous voyez, c'est un peu plus élevé que ça, je me dis que le commissaire de police a vraiment dû dire ça. Les récits de leur confrontation avec l'autorité pullulent, en tout cas sur la toile, nourrissant la rumeur, le désir de vengeance. Alors il parle des écolos, genre barrage de Stevens, tout ça. Nourrissant la rumeur, le désir de vengeance, à l'instar de ce que nous connaissons avec les islamistes qui s'auto-radicalisent via Internet. Donc en fait, les opposants à Notre-Dame-des-Landes ou les opposants au barrage de Stevens s'auto-radicalisent sur Internet comme les djihadistes. Moi, si j'ai bien suivi les débats à l'Assemblée, on va leur appliquer les mêmes lois. Donc en fait, les opposants à Notre-Dame-des-Landes, c'est pas juste des écolos mécontents qui éventuellement montent au fight avec la police, comme font les agriculteurs de la FNSEA quand ils sont pas contents. Hein. C'est de la protestation un peu brutale. Non, ils s'auto-radicalisent via Internet comme les djihadistes. D'habitude, on explique qu'on nous vote une loi d'exception pour le terrorisme et puis qu'on l'appliquera à tout dans les 2 ans qui suivent. Là, c'est dans les 24 heures que ça en parle. Le commissaire de police, il sort ça dans un papier qui sort le lendemain de la promulgation de la loi. Alors, il y a des termes qu'on voit apparaître aussi, qui je trouve assez puissants, comme écolo-guerrier. C'est-à-dire, globalement, les mecs qui sont à Notre-Dame-des-Landes, si juste vous arrêtez d'essayer de les virer, ils n'emmerdent personne. Hein. Ils vont rester là, ils vont faire pousser des Batavia. Il n'y a pas de problème. En fait, ils vont au fight quand la police essaye de les déloger sur ordre du préfet. Mais globalement, ils ne viennent pas faire la guerre, ils viennent juste occuper le terrain. J'ai du mal à considérer ça comme du terrorisme. S'ils attaquaient la préfecture, comme ça se pratique parfois chez certains agriculteurs mécontents, on pourrait dire ils essayent d'imposer leur vue par la violence et c'est du terrorisme. Mais ils attaquent personne, ils restent juste sur place. C'est pas bien et c'est illégal, c'est entendu, mais tout ce qui est illégal n'est pas du terrorisme. Autre citation que j'ai retenue, cet officier, alors c'est l'article du Figaro, là c'est pas quelqu'un d'autre que le Figaro qui parle, cet officier de police chevronné assure que les communications modernes via Internet, les mobiles, compliquent singulièrement la tâche de la police. Ouvrez les guillemets. Certains décochent les options de géolocalisation de leur téléphone cellulaire pour échapper à tout repérage, d'autres vont jusqu'à crypter leurs appels. Fermez les guillemets, ajoute le policier.
en dehors du fait qu'on dit chiffré mais pas crypté, ça veut donc dire que le fait de décocher la géolocalisation de votre téléphone est un signe quasi certain du fait que vous êtes en train de vous auto-radicaliser, et que le fait de chiffrer vos communications, qui est évidemment un signe certain du fait que vous ne souhaitez pas être espionné, c'est probablement une circonstance aggravante du terrorisme auquel vous vous livrez. Donc non seulement cette loi liberticide est passée comme une lettre à la poste, on savait qu'elle serait étendue, on savait qu'elle serait appliquée à de plus en plus de monde. Moi, je pensais que ça mettrait au moins 6 mois. Manifestement, ce n'est pas le cas. Donc si vous pensiez que ça ne visait que les djihadistes, on parle déjà de djihad écolo pour parler des opposants au barrage. Donc l'amalgame de tout avec tout, l'amalgame... Enfin, j'ai pas entendu dire que les écolos en France, même les plus durs... après, j'ai pas suivi, mais il y en a qui ont récemment kidnappé des journalistes pour les décapiter. Non. C'est à ça qu'on compare. Quand c'est la presse qui compare, ce serait l'article du Figaro qui comparerait, ça m'irait assez bien. Quand dans les papiers du Figaro, pour appuyer ses propos, il y a un commissaire de police, ou il y a un préfet, où il y a un dirigeant d'un syndicat policier, c'est pas le même problème. C'est-à-dire que la droite dure dise si ou ça, c'est tout des terroristes, c'est tout des méchants, il faut les mettre en prison. Bon, c'est une posture relativement classique de la droite dure en France, c'est pas très inquiétant. Quand ça commence à être la police qui explique que tel ou tel comportement relève du terrorisme alors que manifestement pas, dans un cadre où on fait voter des lois d'exception dans des délais hallucinants et dans des circonstances étranges. Je ne sais pas si vous avez suivi le vote au Sénat. Alors les plus précis d'entre vous en matière de politique savent qu'on a renouvelé il n'y a pas longtemps un tiers du Sénat. Que donc les sénateurs ont pris leur poste le mercredi. Donc on a connu la composition de la commission des lois le mercredi soir. Que le texte du projet de loi contre le terrorisme y a été discuté le jeudi matin. Possibilité d'aller discuter avec les sénateurs pour essayer de leur expliquer ce qu'il y avait dans le texte, néant. Le texte a été voté en une journée au Sénat le lundi d'après. Possibilité pour les sénateurs de travailler sur le texte et de préparer, néant. Ça, c'est les conditions du débat démocratique en France. Donc je voulais quand même vraiment vous lire le Figaro. Je reprends le micro normal. Oui, il faut zapper. C'est bon ? Ouais. Donc quand à chaque fois je vous explique régulièrement sur telle ou telle loi, ils l'ont voté dans tel cadre, mais ils vont l'étendre ailleurs, en général ils ont le bon goût de mettre entre 6 mois et 2 ans à étendre, et donc j'ai du mal à vous montrer dans le temps qu'ils vont vraiment aller n'importe où avec leur texte. Là c'est dans la journée. La loi, je crois que la loi a été promulguée jeudi ou mercredi, et vendredi il y avait ça sur le site du Figaro. Et bien j'ai fini, en fait. Du coup je suis dans un timing assez raisonnable. Oui, 1h30, c'est ce qui était prévu. Et j'ai tout le temps que vous voulez pour des questions. En lien avec la conf ou pas d'ailleurs. Si quelqu'un vient faire porte-micro, si jamais il y a des questions dans la salle, si quelqu'un vient faire porte-micro, comme ça je pourrais utiliser l'autre micro pour répondre et on pourra jouer à 2. Ça va être vachement bien. Quelqu'un vient faire porte-micro et avec un deuxième micro. Haha, brillant. Qui a des questions ? En fait, ils dorment. J'ai dit moins de bêtises que d'habitude, ils se sont endormis. Oui, bah oui, je sais, finir sur la lecture du Figaro, c'est un peu dur. Bon, allez, c'est pour lancer. Est-ce que c'est bien constitutionnel tout ça ? Merde, une question courte, j'ai pas le temps de boire mon café. Est-ce que c'est bien constitutionnel tout ça ? C'est une excellente question. Le Conseil constitutionnel nous a expliqué que pour priver quelqu'un de son accès à Internet, il était nécessaire de passer par un juge parce que c'était une liberté fondamentale. Décision 2009-580 DC contre Adopi 1. Non, celle-là, je t'assure, je m'en souviens bien.
Pour savoir vraiment si ce serait constitutionnel, il faudrait que les gens qui trouvent ce texte scandaleux l'emmènent devant le Conseil constitutionnel. Et par exemple, que tous les députés de gauche qui sont forcément opposés à cette loi sécuritaire, probablement de droite, envoient le texte devant le Conseil constitutionnel. Pour qu'un texte soit envoyé par les parlementaires devant le Conseil, il faut 60 députés ou 60 sénateurs. Alors c'est trop tard maintenant que la loi est promulguée, hein, bien sûr. Alors, c'est pas le problème, tu vas voir que c'est pas le problème. Ce qui est intéressant, c'est sur nos 577 députés, qui a voté contre? C'est ça la question intéressante. Parce que, bon, des gens opposés, il y en avait quand même quelques-uns, hein, ils se sont opposés de manière très virulente, ils se sont abstenus. Hein, il y a une députée qui a voté contre, sur 577. Histoire de dire qui c'est, Isabelle Attard, députée Nouvelle Donne, apparentée écolo. Donc il y a une députée qui a voté contre. Donc en nombre de députés prêts à signer un recours devant le Constitutionnel, il en manque 59. Les autres s'étant écrasés. Dans les sénateurs, alors il faut savoir que les députés communistes ont voté pour. Et puis manifestement se sont fait rattraper par leur base et ont dû se faire engueuler en rentrant à la maison, puisque quelques semaines plus tard, les sénateurs communistes ont voté contre. Mais tout le groupe communiste, ça ne fait pas 60 sénateurs, donc ce n'est pas assez pour saisir le Conseil constitutionnel. Donc le Conseil constitutionnel ne s'est pas prononcé. Comme ça, moi qui ne suis pas juriste, j'ai tendance à croire qu'une loi qui dit que la police peut censurer sans décision de justice, ça ne doit pas être constitutionnel. Probablement pas. Même a posteriori ? Ben, ce problème, c'est... Normalement, privation d'une liberté, ça se fait a priori et c'est du juge judiciaire. Et dire ça ne peut être contrôlé que par la police administrative a posteriori, ça ne me semble pas suffisant. Non, je parlais vraiment pour la loi. On peut réagir uniquement pendant la discussion du texte, ou on peut encore définir si la loi est constitutionnelle ou non après sa promulgation ? Alors en fait, le Conseil constitutionnel ne peut pas se saisir tout seul. Et donc il faudrait qu'au moment de l'application de la loi, dans le cadre d'un procès, une des parties prenantes au procès pose une question prioritaire de constitutionnalité pour savoir si la loi est conforme à la Constitution. C'est une des pistes auxquelles on réfléchit. Quand la loi sera appliquée, nous, en tant qu'opérateurs, on sera donc obligés de filtrer dès qu'ils nous transmettront la liste. Du coup, je pense qu'on est considéré comme une partie dans l'affaire et qu'on doit pouvoir attaquer pour abus de pouvoir la liste déposée. Ce qui du coup fait qu'il y a une affaire en cours au tribunal. On perdra cette affaire-là, c'est pas grave, on s'en branle, c'est pas le sujet. Il y a une affaire au tribunal, et une fois qu'il y a une affaire au tribunal, n'importe laquelle des deux parties peut poser une question prioritaire de constitutionnalité sur le texte. Et donc, tu vois, c'est alors, sous toute réserve, forme, machin, quand le texte sera éventuellement appliqué, on peut envisager qu'un des membres de la Fédé-FDN décide d'attaquer sur cette base-là et de voir si on est capable d'obtenir une question prioritaire de constitutionnalité à peu près bien gaulée sur le sujet. Sachant que ben voilà, ça demande d'avoir un vrai avocat qui bosse sur le sujet, ça demande des vraies compétences juridiques, faut payer un avocat au Conseil si jamais on arrive à obtenir que la question arrive jusqu'au Conseil constitutionnel. Voilà, faut mettre un peu de pognon sur la table, quoi. Mais donc peut-être. Et s'il n'y a que les grands opérateurs, tu peux être certain qu'ils vont juste bien rien faire. Oui, du coup, tu penses vraiment que vous recevrez la liste en tant que petits opérateurs ? Alors, si on ne la reçoit pas, on a bien l'intention de porter plainte. Parce que la loi crée pour nous une obligation de filtrer. Et donc... on va laisser passer le message personnel. Bien. Donc, on se dit qu'on a une obligation qui découle du projet de loi.
enfin de la loi, qui dit qu'on a l'obligation de filtrer tout ce que la police déclare comme interdit. Ce qui veut dire que si nous ne filtrons pas, nous sommes dans l'illégalité. Il y a des sanctions prévues et très lourdes. Hein. On parle de pénal sévère, prison, tout ça. Donc si la police ne nous transmet pas la liste de ce qu'on doit filtrer, elle nous met en danger. Et donc on doit pouvoir porter plainte sur cette base-là, peut-être. Et du coup, après, une fois que la plainte est portée, on peut poser une question prioritaire de constitutionnalité. Donc voilà, l'idée, pour le moment, qui est dans l'air du temps, c'est celle-là. C'est plein de conditionnels, c'est plein de est-ce qu'on trouvera les juristes capables de nous aider, est-ce qu'on trouvera les sous pour payer les avocats qu'il faudra payer et pas seulement les copains juristes qui regarderont, comment on peut porter ce genre d'affaires, est-ce qu'on trouvera le temps de bénévoles nécessaire. Ça dépendra aussi des pressions qu'on subira de la part du ministère de l'Intérieur. Moi, j'ai pas envie de me faire péter les genoux dans la rue, quoi. Et je sais que dans ces sphères-là, il y a des gens peu scrupuleux. Alors, violence physique, j'ai jamais vu, mais peu scrupuleux, j'ai vu. Si vous voulez, je vous raconte, mais j'ai vu du pas drôle. Bêtement, une réunion, comme je l'ai raconté déjà hier soir en public, maintenant c'est plus secret du tout. Il y a quelques années de ça, il y a 5-6 ans, un truc comme ça, un peu plus même, quand se préparait ce qui allait devenir l'OPSI, donc filtrage du pédoporn sur décision de la police sans passer par la justice. Ça faisait des années que la police et la gendarmerie voulaient le faire et que tous les opérateurs freinaient autant qu'ils pouvaient parce que ça fait chier tout le monde et qu'on ne veut pas faire ça et que les opérateurs ne veulent pas faire ça, etc., etc. Et en fait, à chaque fois, ils essayaient de discuter avec la direction juridique et ils obtenaient ils obtenaient des arguments juridiques mais vaseux. Et donc il y a quelqu'un qui a eu l'idée de réunir un petit peu tous les des gens des équipes techniques de tous les opérateurs pour savoir, ok, est-ce que le filtrage sur décision administrative pose un problème technique? Et si oui, lequel? Bon. Il se trouve que le mec qui organisait ça est un copain de longue date et donc il m'a demandé si je voulais venir en tant que président d'association, militant dans ce domaine-là. Il se trouve qu'à l'époque, en plus, je bossais chez Numéricable, donc j'avais des petites idées de comment fonctionne le câble dans ce genre de merdier et je pouvais apporter un peu de savoir technique. Mais c'était bien en tant que président d'association que j'étais invité à être là. Donc vous imaginez ce que j'ai expliqué pendant la réunion sur le filtrage, c'est pas bien, voilà pourquoi c'est pas bien, pourquoi ça marche pas, pourquoi techniquement ça fout la merde. En plus, juridiquement, c'est complètement bancal. Faut pas faire comme ça. Si vous voulez faire fermer le pédoporn, ce que je comprends, faites fermer les sites, mais filtrer, ça sert à rien. Bon, ce que j'étais venu dire, hein, en expliquant les problèmes techniques que ça pose. Ce qui est intéressant, la réunion était un jeudi après-midi. Alors comme toujours, quand en tant que président d'association, je vais dans ce type de réunion, je pose ma demi-journée. Parce que l'air de rien, c'est pas le boulot de mon patron, donc je pose ma demi-journée pour aller faire le guignol. Alors quand on pose son jeudi après-midi et qu'on travaille dans une grosse boîte, en général, on pose le vendredi en RTT, comme ça fait un week-end bien. Du coup, le vendredi, j'étais assis sur mon tas de gravats à la maison en train de bricoler, quand j'ai reçu un coup de fil du PDG de Numéricable, qui était fraîchement nommé. Donc celui-là, je ne l'avais pas encore eu au téléphone, je connaissais assez bien le précédent, mais pas celui-là. Alors pas du PDG, hein, parce que c'est quand même un monsieur important, donc c'est sa secrétaire qui m'a appelé en me disant « Monsieur Bayard, je vous passe machin », et qui m'a demandé pourquoi j'avais tenu des propos pro-pédophiles. Donc ça veut dire que côté police ou côté gendarmerie, il y a quelqu'un à qui mes propos n'ont pas plu, qui a décidé que il allait transmettre ça à mon patron avec comme objectif que je me fasse virer. Que le lendemain matin de la réunion, j'ai eu un coup de fil de mon patron, du PDG de la boîte, hein, pas de mon chef, qui en gros m'expliquait que ça se passerait. Bien évidemment, je lui ai répondu que moi j'y étais en tant que président d'association et que s'il voulait qu'on en discute, j'étais tout à fait à sa disposition, mais que ce que je raconte en tant que président d'association, ça regarde que moi. Et globalement, il m'a expliqué que je serais convoqué dans son bureau et que ça se passerait pas comme ça. Je pense que derrière le coup de fil, il a demandé mon dossier au RH et qu'il a trouvé dans mon dossier au RH la lettre de démission que j'avais remis 2 semaines plus tôt. Donc, du coup, l'affaire en est restée là. Vu que j'avais démissionné, il n'allait pas me lourder. Mais voilà, les méthodes de la police et de la gendarmerie en France sont celles-là. Si vous vous opposez à leur projet de loi, ils tapent en dessous de la ceinture. J'ai déjà vu faire. C'est pas une légende urbaine.
Et c'était pas du troufion de base qui était dans la réunion, c'était plutôt du gradé. Autre question ? Donc, quand vous allez recevoir cette liste, est-ce que vous allez pouvoir la publier, la montrer publiquement quels sont non, les on n'a sites pas le droit. Non. Ça, on n'a pas le droit. Elle est top secret. Elle est très secrète. Il y a 1800 opérateurs en France. Mais elle est tout à fait secrète et on n'a absolument pas le droit de la publier. Après, il suffirait que l'un des opérateurs ait des problèmes de sécurité dans son système d'information, que quelqu'un, du coup, un odieux pirate la récupère à l'insu du plein gré des opérateurs et la publie sur un site, je sais pas, au hasard, wikileaks.org. Donc elle fuitera. Je jure que c'est pas moi qui la publierai. De toute façon, le site de FDN, il est vérolé jusqu'au genou. C'est du Perl d'il y a 10 ans. Enfin, mais c'est pas moi qui la publierai. Mais je n'ai aucun doute sur le fait qu'elle fuitera. La liste similaire sur les systèmes mis en place en Grande-Bretagne ou sur les systèmes mis en place en Australie ou sur les systèmes mis en place en Allemagne a fuité, systématiquement. Je crois que c'est la liste du système allemand qui avait été étudiée, entre autres, par les gars du Chaos Computer Club, vu qu'ils jouaient en local. Je crois, je ne sais plus si c'est la leur. Je sais que c'est eux qui avaient fait l'étude, mais je ne sais plus si c'était sur la liste de chez eux qu'ils avaient joué. Non, les Allemands ne sont pas du genre à filtrer comme ça. Ça doit être sur la liste australienne. Ouais. En gros, il y avait à peu près la moitié de la liste qui contenait de la merde. C'est-à-dire des trucs qui n'ont rien à faire là. Le site web d'un dentiste, on ne comprend pas bien ce qu'il faisait là. Peut-être sa machine a été vérolée à une époque, mais là on ne comprenait pas ce que ça foutait là. Des sites web expliquant comment contourner la censure du gouvernement. C'est pas du pédoporn, c'est comment contourner la censure du gouvernement. C'est pas classé pédoporn. Ça n'a rien à foutre là. Et donc sur ce qui restait et qui relevait, alors il faut savoir que la méthode australienne pour filtrer, c'est pas pédoporn, c'est pédoporn ou porn trop crade. Alors porn trop crade, c'est super flou, quoi. Est-ce qu'on prend les critères de Dominique Strauss-Kahn ou est-ce qu'on prend les critères de Christine Boutin? Ça donne pas tout à fait le même résultat. Et alors, et avec les animaux, comment ça se passe? Et si le cheval est pas majeur? Enfin, il y a des tas de questions, quoi. Il y a des tas de questions à se poser, très compliquées. Mais donc sur tout ce qui relevait vraiment du pédoporn, ils ont contacté les gens qui opèrent les réseaux ou les ordinateurs qui hébergeaient ces sites-là tels que référencés. 70% étaient fermés dans les 24 heures et 95% étaient fermés dans la semaine. Donc ça veut dire que quand la police a décidé d'inscrire sur la liste noire, elle n'a pas fait l'effort de contacter le légitime propriétaire de la machine qui s'était fait pirater pour poser du pédoporn dessus, pour essayer de faire fermer le site. Donc voilà, les précédents sont, petit 1, la liste finit toujours par fuiter. Petit 2, la police ne fait pas l'effort d'essayer de fermer le site. Et c'est un vrai problème. En fait, en général, quand on examine l'histoire, quand un gouvernement s'auto-radicalise comme ça finit globalement dans le sang. Donc, est-ce que tu es en train de nous dire plus ou moins qu'on est dans la merde? Je sens que ça te laisse pensif. Oui. Ouais, ok. Alors, je vais essayer de te faire une réponse plus longue que oui. Je suis persuadé qu'on est très gravement dans la merde depuis 2008. Parce que je vois 3 crises se superposer, dont pour moi chacune permet de mener à quelque chose de pas globe comme situation. Je ne sais pas si ça refera la Deuxième Guerre mondiale, tu vois. J'en sais rien de la forme que ça prendra. Mais 3 crises qui se résolvent mal, de manière systématique. La première, c'est la crise de la finance. On connaît le scénario, on l'a testé en 29. On libéralise la finance à la fin du 19e siècle. Ça crée des bulles qui explosent jusqu'à un grand crack en 1929.
qui se traduit par une dépression terrible de l'économie, donc une explosion du chômage et de la misère, donc une montée des extrêmes dans toute l'Europe, jusqu'à la prise du pouvoir par un certain nombre de gouvernements fascistes, que ce soit en Italie, en Espagne ou en Allemagne. Tout ça nous amène à la guerre, et ça n'est qu'à la sortie de la guerre qu'on calme le jeu en régulant la finance. Le timing est 1929, le grand krach boursier, 1930